Vraie Voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David. Retour des vraies voix avec Philippe Bilger, Rosa Méziane, Jean Dorido. Le week-end dernier a été encore marqué par des faits divers qu'on peut qualifier de sanglants. À Reims, un groupe de 30 à 40 individus armés de bâtons, aides d'athlétisme ou encore de haches a pénétré dans l'enceinte du Creps où se déroulait une rencontre de foot. Les individus s'en sont pris à plusieurs joueurs du club de Neuvillette-Jamin dont les plus jeunes sont âgés de 16 ans. 5 jeunes ont été blessés dont 3 ont été hospitalisés. Dimanche à Saint-Denis, une rixe entre vendeurs de cigarettes de contrebande, a priori sur fond de vol de portable, a dégénéré en rixe au couteau. Les policiers ont dû user de leurs armes pour se défendre d'une attaque au cours duquel un policier a été blessé. L'ensauvagement est-il une réalité? Eh bien, vous dites oui sur Twitter à 88%. Avec nous avons les vraies voix et également Fatima El Aoussine, ancienne adjointe au maire de Reims en charge de la politique de la ville. Bonjour. Bonjour. Et Nadir Kaya, président de Banlieue Plus. Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour. On va prendre la direction de Reims puisque chronologiquement c'est dans l'ordre, c'était samedi. Fatima El Aoussine, comment réagissent les habitants de Reims à cette scène surréaliste? Parce que j'imagine des gamins de 15-16 ans qui jouent un match de foot, qui voient des gens arriver avec des aides d'athlétisme, des bâtons et même a priori des haches. Certains sont hospitalisés avec de multiples fractures au bras, mais tous sont traumatisés. Bien sûr, comment réagissent surtout les parents, les mamans, ils réagissent très mal. Et puis surtout la peur au ventre, parce que leur enfant fait peut-être partie de ces clubs de foot, fait partie aussi de ces quartiers. Il est clair aujourd'hui, nous avons, comme je pense a été dit, l'ensauvagement. Mais ce que je tiens juste à mettre une petite parenthèse, l'ensauvagement, il n'est pas général. Il y a des jeunes qui sont sérieux et qui font des choses très bien, etc. Mais ça va de soi. Ça va de soi. Non, pour éviter et faire un amalgame sur l'ensemble des jeunes. Une partie des jeunes qui sont peut-être mal éduqués, mais qui aujourd'hui profitent de cette impunité, profitent de ils se croient qu'ils sont les meilleurs, ils sont les plus forts, etc. Ils font les cahiers dans les quartiers, et souvent c'est des très jeunes, parce que la plupart c'est des mineurs. Et aujourd'hui, ils font du n'importe quoi. Et ça, il faut aussi réfléchir le pourquoi. C'est-à-dire, il faut faire l'analyse de ces causes. Aujourd'hui, on a des jeunes qui réagissent de cette manière. Il faut voir aussi la scolarité de ces jeunes, il faut voir aussi l'éducation, il faut voir aussi l'environnement, il faut voir aussi la précarité des parents et ainsi de suite. Aujourd'hui, ces jeunes, ils sont quand même à la dérive, ils font du n'importe quoi, et c'est vrai que moi je rencontre énormément de mamans, que ce soit dans le cadre de ma mission en tant que politique ou que ce soit dans le cadre, moi personnellement, je connais bien les quartiers de Reims et je connais bien ces parents. Ces parents se donnent un maximum, mais c'est vrai, il y en a certains qui sont un peu dépassés, surtout la famille monoparentale où on a énormément à Reims et je pense aussi ailleurs. Et c'est vrai que ce problème-là, c'est pas seulement dans notre ville, il est aussi dans toute la France, mais moi je parle de ce que je connais. Aujourd'hui, il va falloir travailler sur l'encadrement. Aujourd'hui, la police est dépassée, on ne va pas leur jeter la pierre parce qu'ils font le maximum pour essayer d'encadrer, mais c'est pas évident quand on n'a pas les moyens. Fatima, il faut du nombre. Fatima, elle a aussi, on va faire un tour de table. Nadir Kaya, vous avez entendu probablement parler, même si vous n'êtes pas en région Grand Est, de cette affaire. C'est quand même dingue, vous jouez un match de foot et vous risquez votre peau. Eh ben oui. Oui, alors malheureusement, c'est des choses qui peuvent arriver, qui arrivent souvent en banlieue. Je pense qu'aujourd'hui, il faut arrêter d'arriver avec un nouveau terme, une nouvelle sémantique pour ajouter de l'huile sur le feu quand on parle d'ensauvagement. Ce ne sont pas des sauvages, hein, ce sont des enfants ou des adolescents qui, certes, ont des problèmes d'incivilité ou de délinquance. Enfin, excusez-moi, à la hache, c'est plus de l'incivilité, hein. Jusqu'à preuve du contraire, on peut appeler ça de la délinquance, ça peut être condamnable et c'est tout à fait normal. Mais aujourd'hui, il y a des nouveaux mots qui sont inventés comme le séparatisme, l'ensauvagement, et qui en fin de compte, qui ne répondent pas aux vrais problèmes. Et c'est toujours la même chose quand on parle de ce genre de faits divers, on en revient aux quartiers populaires et à la situation des quartiers populaires. Donc aujourd'hui, je pense qu'il faut arrêter de débattre pour débattre, il faut vraiment... Il faut interpeller les politiques et leur faire comprendre qu'aujourd'hui, au-delà de la sémantique, il faut un vrai travail et des vraies réponses aux problèmes qui perdurent.
Jean Dorido, là je vais donner la parole au psy. Enfin je sais pas, j'ai eu 15-16 ans, 20 ans à l'époque, c'était il y a un certain temps. On n'aurait jamais imaginé, même quand on n'était pas content, alors peut-être qu'il y avait une histoire avec une équipe un dimanche avant ou un samedi avant, peu importe, on n'aurait jamais imaginé faire des trucs comme ça. Comment est-ce que vous l'expliquez? Là c'est le point de vue du psy. Alors le point de vue du psy, ça s'explique d'abord par le phénomène de groupe, qui là en l'occurrence est souvent un phénomène de bande. Ouais. C'est la psychologie des foules, c'est étudié depuis toujours. Gustave Le Bon, c'était au 19e siècle. Dès que vous mettez des individus ensemble, vous avez une espèce d'extrémisation des comportements violents, avec en plus la dimension d'anonymat qui va désinhiber la capacité de passage à l'acte, en fin de compte, de l'individu. Donc vous mettez n'importe quel individu, si vous voulez, tout à fait sain de corps et d'esprit, tout à fait placide, et vous le placez dans une bande qui déjà a des comportements violents, et la personne, par capillarité, va devenir elle-même violente. Et pour continuer dans l'analyse psychologique, on a de vrais problèmes, pour le coup, de violence entre bandes, depuis quand même longtemps maintenant en France. Ce sont souvent des problématiques qui se font sur fond de trafic de stupéfiants. On a eu le cas, il n'y a pas si longtemps, à Dijon. Oui. On avait reçu M. Rebsamen au téléphone, voilà, pour nous expliquer à l'époque qu'il n'y avait pas de problème à Dijon, alors que alors qu'il y avait des kalachnikovs, voilà, des Tchétchènes, des trafiquants de drogue de partout qui se tapaient dessus. Et puis on a aussi, le troisième point, une problématique de culture de la violence. Ces bandes vont avoir des références culturelles, que ce soit dans les jeux vidéo avec GTA ou autre, que ce soit les films type Scarface ou autre. On a une espèce de culture de la violence à outrance qui en plus est aidée par la prise de stupéfiants, souvent la prise de toxiques qui sont de plus en plus forts, de plus en plus dosés, et à l'arrivée ça donne des passages à l'acte parfois terribles. Rosa Méziane. Pour parler un petit peu de Reims, et sans vouloir ni excuser, mais peut-être plutôt expliquer, il faut comprendre qu'il s'agit de deux gros quartiers qui existent à Reims, qui font quasiment entre 20 et 25 000 habitants, donc c'est quasiment une ville dans la ville, qui est aux extrémités, et où ça s'est dégradé depuis 15 ans, clairement. Tout le monde vous le diront. Les commerçants hurlent qu'ils ont besoin de sécurité parce qu'ils n'arrivent même plus à travailler. Les enseignants n'en peuvent plus, les policiers également. Darmanin, la dernière fois, a proposé une quinzaine de policiers. On est sur du saupoudrage, on est toujours en train de bricoler. 25 000 habitants, où on a effectivement une bonne partie qui vivent sous le seuil de pauvreté, où on a ghettoiser en fait ces quartiers, ni plus ni moins. On parle souvent de mixité sociale, mais il n'y a pas de mixité sociale s'il n'y a pas la sécurité. Vous n'arriverez pas à mixer les personnes. Et au-delà de la mixité sociale, il n'y a même pas de mixité ethnique. Il faut comprendre que sur le quartier de Reims, on a plusieurs communautés qui se côtoient. La communauté tchétchène, la communauté africaine, la communauté maghrébine, la communauté guyanaise, et on ajoute de la pauvreté à la pauvreté. On a déconstruit en fait des grands ensembles en région parisienne, et on a amené par masse en fait dans la région de Reims certaines populations. Et quand vous amenez des populations qui sont étrangères et qui ne sont pas enracinées non plus sur le territoire, ça crée des frictions encore plus entre communautés et entre quartiers. Et ça, les pouvoirs publics ont été dans un parfait déni. Philippe Bilger, les pouvoirs publics ont été dans le déni? Alors je ne suis pas du tout sur la même longueur d'onde. D'abord, je ne voudrais pas qu'on noie la responsabilité de ces jeunes gens dans un contexte socio-économique. Bien entendu. Deuxième élément, en effet, quel que soit le contexte, il y a des problèmes d'éducation, de responsabilité et d'ordre qui peuvent être instillés dans la tête de ces jeunes. Troisième élément, moi j'admets la validité du terme ensauvagement, même si bien sûr je ne l'applique pas à toutes les formes de délinquance et de criminalité nationale. Mais je voudrais faire une comparaison entre Reims et l'autre exemple que vous avez pris. Ce qui me frappe, c'est qu'à Reims, apparemment, il y a eu des violences graves sans mobile apparent. Alors qu'à Saint-Denis, il y a eu donc, c'était dans le cadre d'un trafic de drogue. Qui ont riposté avec leur arme de service. Je dirais qu'à Reims, c'est quelque chose qui relève aujourd'hui d'un ensauvagement totalement original, malheureusement. C'est le fait qu'il y ait une libération de la violence en quelque sorte pour elle-même. Le trafic de stupéfiants l'a entraîné par ailleurs, et peut-être, alors au-delà de ce que je viens de dire, le plus triste aujourd'hui, c'est que
cette violence, elle vient presque systématiquement couronner des affrontements, une violence que, vous le disiez, on n'a pas connue, enfin me semble-t-il, avec cette intensité, cette gratuité, voilà. Vous êtes bien sur Sud Radio, 18h39. L'ensauvagement est-il une réalité? Vous êtes 88% à dire oui. On voulait réagir, le 0826 300 300. On ira dans quelques instants. Restez bien sur Sud Radio. Retour des vraies voix avec Philippe Bilger, Rosa Méziane, Jean Dorido. L'ensauvagement est-il une réalité? Vous êtes 88% à dire oui. On va prendre la direction du 0826 300 300. Tiens, tout à l'heure on était à Metz. On va un petit peu plus au sud sur la côte méditerranéenne, direction Port-le-Cat. Bonjour, enfin plutôt bonsoir à 18h43, Gérald. Oui, bonsoir. Bonjour à toute l'équipe. Bienvenue sur Sud Radio. Gérald. Alors, l'ensauvagement est-il une réalité pour vous? Absolument. Je veux dire qu'il y a plusieurs phénomènes. Il y a déjà la banalisation de la violence. C'est réel. On la banalise sans arrêt. Et l'impunité derrière. Parce que vous avez énormément maintenant de personnes violentes qui savent très bien, de toute façon, qu'elles n'auront pas grand-chose, je dirais, sur le plan justiciable. Et ça, c'est une catastrophe. Moi, j'ai vécu dans le 93, il y a une vingtaine d'années. Je suis parti, c'est pas par hasard. Il y avait de la violence déjà avec de la drogue, il y avait tout ça, des gens qui dealaient. Et je peux vous dire que maintenant, et on le voit quand on parle d'attaque à la hache, on parle de gamines qui se font agresser, mais c'est une folie, quoi. Le gouvernement est, pour moi, totalement dans l'incapacité de gérer cette violence parce qu'ils sont, je dirais, à même. Ils pourraient le faire, hein. Mais pour certaines, je pense qu'il y a certains critères qui peuvent plus, je dirais, adapter par rapport à cette société. Il faudrait presque envoyer l'armée par moment parce qu'il y a tellement de violence. C'est ce qu'avait demandé Samia Ghali, sénatrice socialiste à Marseille il y a quelques années, il y a 4-5 ans. Alors moi je dis pas que je suis pour l'armée. Hein. Maintenant je dis que on est presque à ça puisque vous avez quand même des endroits où vous n'avez plus accès du tout. Faut dire ce qu'il faut dire. Faut pas regarder certaines personnes en face. Il faut pas. Il faut baisser les yeux. Enfin je veux dire que moi ce que j'entends, je suis complètement effaré quoi. Je suis effaré. Gérald, merci beaucoup. On salue les habitants de Port-le-Cat et les Audois. Fatima El Haoussine, vous êtes ancienne adjointe au maire de Reims à la politique de la ville. Vous entendez Gérald qui dit banalisation de la violence et impunité. Est-ce que c'est pas quand même une des causes de l'ensauvagement, si je cite Darmanin, c'est que les mineurs peuvent faire pique-pendre à des dizaines de fois et ils n'ont jamais la moindre sanction, c'est-à-dire qu'ils vont jamais en prison? Et bien sûr, quand on est mineur, ils le savent très bien, ces jeunes. Ils savent très bien que s'ils font des méfaits, donc ils vont se retrouver demain dehors. Mais moi, je veux absolument revenir tout à l'heure. La responsabilité, elle est multiple. La responsabilité, elle est bien sûr des politiques. La responsabilité, elle est surtout aussi des bailleurs qui ont concentré, qui ont ghettoisé les quartiers, qui ont mis des ethnies réunies ensemble, ce qui crée ces bandes cette bande de rivales qui se tape dessus. Aujourd'hui, il faut aller plus loin. La politique de la ville, elle a été menée d'une manière où elle n'est pas concrète, elle n'est pas à l'action, elle n'est pas franchement selon le besoin. Et on a oublié la prévention de nos jeunes aujourd'hui. Demain, les jeunes qui sont aujourd'hui à l'école, si on les laisse comme ça, si on les laisse à l'abandon, on va les retrouver dans quelques années dans la même situation, voire pire. Aujourd'hui, la responsabilité, elle est dans la répartition des habitants et on a précarisé, comme disait tout à l'heure Rose, à Méziane, l'exemple de Croix-Rouge où le revenu moyen est de 6 800 € par famille. Par an. Imaginez, par an, bien sûr, pas par mois, par an. Et aujourd'hui, cette précarité, elle engendre un petit peu ce qui se passe aujourd'hui. Mais il faut travailler sur la prévention. Il y a la scolarité des enfants qui sont laissés aller. Il y a des parents qui sont dépassés, qui ne peuvent pas éduquer correctement leurs enfants. Et c'est les parents qu'il faut accompagner demain. C'est aussi tout ce travail de la scolarité, ne pas laisser les enfants à la dérive. Nul n'est condamné à l'échec aujourd'hui. On doit les accompagner. C'est notre responsabilité à tous. Et premièrement, pour la mixité, des répartitions, des attributions de logements, des bailleurs. Je parle de ce que je sais parce que j'ai participé à plusieurs commissions d'attribution de logements et c'est dans n'importe comment. Alors, il faut absolument bien répartir. On va donner la parole à Nadir Kaya avant Jean Dorido. Nadir Kaya, vous avez entendu ce que disait Gérald de Port-le-Cat. Il dit « J'ai quitté le 93 il y a 20 ans.
On dit qu'il n'y a plus de mixité dans les quartiers, mais est-ce que ça s'explique pas parce que les gens, j'ai horreur du mot, les Français de souche en sont massivement partis parce qu'ils supportaient plus les conditions de vie? C'est plus compliqué que ça. Après, moi, j'ai connu la mixité, la vraie mixité sociale dans les années 80, où il y avait de tout dans les quartiers populaires et il y avait à peu près des personnes qui avaient les mêmes revenus. Donc ça posait pas de problème. Il faut rappeler une chose importante qu'a déclaré Valls en son temps, juste avant de partir, où il a rappelé qu'il existait aujourd'hui en France un apartheid social, territorial et ethnique. Donc quand un Premier ministre dit ça ouvertement, c'est-à-dire qu'il fait un constat. Je ne pense pas que ce soit les habitants qui ont créé cette situation, mais c'est les années et puis des mauvaises politiques et des mauvaise gestion par rapport aux quartiers populaires. Donc aujourd'hui, au-delà de débattre, parce que je ne vous cacherai pas que moi je suis épuisé face à ce genre de débats qui sont un peu stériles, les solutions, la dame l'a très bien dit, l'adjointe à Reims, les responsabilités sont partagées. Comme le disait M. Bilger, et moi je n'ai pas de débat là-dessus, une personne qui produit des incivilités, de la violence, doit être condamnée, doit payer face à ce qu'il produit, parce qu'il est tout à fait responsable. Maintenant, il faut aujourd'hui qu'on arrive à créer vraiment des assises des quartiers populaires, avec un gouvernement qui a le courage et la volonté et les moyens d'engendrer une vraie politique et surtout de travailler avec des personnes qui sont sur le terrain. Et ça n'est pas fait encore et ça n'a jamais été fait depuis 30 ou 40 ans. On se renvoie la balle auprès des politiques, auprès des médias, auprès des banlieues et on n'a toujours pas compris qu'il faut se mettre autour de la table et travailler tous ensemble, que ce soit avec la justice, la police, les gendarmes, les habitants des quartiers populaires, les personnes qui ont des expertises et des compétences dans ces domaines-là. Et à partir de là, on peut faire une projection sur du moyen et du long terme. Jean Dorido veut réagir. Oui, non, j'aimerais réagir parce que j'ai entendu plusieurs fois le mot ethnie circuler. Et je trouve ça assez choquant parce qu'il faut rappeler que la République française ne connaît pas les ethnies. Elle ne connaît que les citoyens. Absolument. Oui, et c'est important de le rappeler. Faux. Parce que c'est totalement faux. Non, c'est totalement vrai. Moi, je peux vous dire qu'il n'y a pas de... Et Dieu merci, l'ethnie n'est pas signalée sur la carte d'identité d'un individu. Quand vous faites des recherches en psychologie, vous ne pouvez pas faire des recherches à propos des différentes ethnies. Non, là, c'est de la pratique. Non, c'est de la pratique, monsieur. Non, je fais des recherches en psycho et je suis membre d'un labo de recherche et je peux vous dire que là où les USA font des analyses psychologiques par rapport aux différentes ethnies, en France, il y a un code de déontologie. Vous n'avez pas le droit de distinguer des citoyens selon les ethnies. Et là, j'entends le mot ethnie qui circule. Donc là, je trouve ça très choquant parce que la République française ne reconnaît pas les ethnies. Dans une étude qui s'appelle Trajectoire. Alors l'INSEE l'a fait. L'INSEE l'a fait. Non, c'est pas illégal. Il y a des cas précis où en fait on a la possibilité de faire des études sur les ethnies. Elle l'a fait dans une étude qui s'appelle Trajectoire. J'invite les auditeurs. C'est une étude en fait sur l'immigration, sur les enfants d'immigrés, sur des questions de sécurité, d'insertion, d'emploi, et donc elle montre à un moment donné les inégalités aussi. Donc ce travail il permet aussi d'amener un certain nombre de politiques aussi. Donc ça a été fait. C'est très encadré. Alors les bailleurs le font dans toute illégalité, c'est-à-dire qu'ils attribuent des logements ou des immeubles en fonction parfois des ethnies. Et là, il y a une véritable responsabilité des élus où on leur a expliqué que c'était mieux s'ils étaient entre eux. Et on se retrouve avec cette situation 40 ans après. Mais il n'y a pas un clientélisme de certains élus? Mais bien sûr qu'il y a un clientélisme et de gauche à droite, il a existé. Et aujourd'hui, alors tout s'insurge en essayant de le combattre, sauf que 40 ans après, il y a des choses qu'il est tout à fait compliqué. Quand vous laissez se créer 25 000 habitants, c'est quasiment une ville où vous avez peu de moyens économiques, où vous avez un échec scolaire qui est grandissant. Mais aujourd'hui, la délinquance et même les questions de séparatisme, même si on peut effectivement rejeter le mot, mais c'est le terreau clairement de toute déviance et de toute violence. Alors moi, je suis pas là en train d'expliquer que le social pardonne tout. Je suis juste en train de dire, et là il y avait effectivement un propos qui est intéressant, c'est comment on réfléchit sur les 40 prochaines années. On a un triptyque qui est nécessaire, c'est la question de la prévention, de la sanction et de la réinsertion. Et que ce soit dans les enseignants, les policiers ou les entreprises, on n'a plus de moyens pour le faire. Le mot de la fin à Philippe Bilger pour une J'avoue minute. que je ne suis pas un spécialiste de la banlieue, mais j'entends depuis des années le fait qu'on a fait des plans pour la banlieue, qu'on investit de l'argent, qu'en permanence
permanence, on cherche à réinsérer et pourtant la délinquance et la criminalité restent radicalement les mêmes. Alors je me pose une question, est-ce que ça sert à quelque chose? Est-ce qu'il ne faudrait pas cesser de parler de prévention, de contexte socio-économique et accepter l'idée que dans ces milieux comme dans les autres, ce qui compte, c'est une certaine exigence de responsabilité et de liberté. Je me demande si on n'est pas en train de victimiser ces délinquants parce que tout simplement, on ne leur prête pas l'honneur d'un libre arbitre. Vous êtes bien sur Sud Radio, fin du débat de Révrevois. L'ensauvagement est-il une réalité? On a parlé de Reims, on a parlé de Saint-Denis, même si on a moins eu le temps d'en parler. Verdict, mon cher Jean-Marie Bordry. Oui. Avec le micro ouvert, c'est un peu mieux malgré tout. Disons-le c'est pas plus mal. Cela étant dit, vous êtes une très vaste, même massive majorité à dire oui, l'ensauvagement est une réalité puisque vous répondez ainsi à 89% d'entre vous sur le Twitter de Sud Radio. Et on remercie Fatima Eloussine, ancienne adjointe au maire de Reims à la politique de la ville, et Nadir Kaya, présidente banlieue plus. De suite, le clin d'œil des Vrais Voix.